Bonjour Béatrice, bonjour Emma. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une équipe à la source d'un super projet, Brio Ado. Brio Ado, c'est un média dédié aux questions des ados. Et vous avez monté ce projet pendant la pandémie. Et aujourd'hui, vous sortez votre livre, Mon dico d'ado, que j'ai à côté de moi et que j'invite mes auditeurs à se procurer. C'est un super bouquin. Il est édité aux éditions Les Insolentes. Bravo pour ce magnifique projet. Merci Et beaucoup. j'aurais aimé démarrer notre échange en comprenant pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux ados. Oui, alors il y a plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est vraiment parce qu'on a remarqué qu'il y avait un manque de contenu vraiment dédié aux adolescents sur beaucoup de sujets, que ce soit donc sexualité où il y a peut-être plus de contenu, mais aussi relationnel et sociétal. Et à cause de ça, il y a vraiment une désinformation qui est rampante au niveau de... on a plein d'idées préconçues sur le sexe, sur ce qu'on devrait être en tant que personne, ce qu'on devrait être en tant qu'adulte, alors que c'est l'âge où on se forme. Voilà, c'est une vraie période charnière pour tout le monde, je pense. En fait, c'est... donc nous, on est plus ados, mais ce qu'on a voulu faire, c'est que on a voulu donner des réponses à des questions qu'on se posait à cet âge-là et où on a appris en fait plein de choses dans notre vingtaine qu'on aurait vraiment voulu savoir à 13, 14, 15 ans, que ce soit de savoir exactement ce que c'est le consentement en fait, de savoir nommer les choses et puis aussi lutter sur pas mal d'idées reçues. Donc voilà, c'était un peu ces différentes choses qui nous ont vraiment intéressés sur le fait de s'adresser aux adolescents. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que c'est Brio Ado? Oui, alors Brio Ado, donc c'est à l'origine un compte Instagram, donc l'idée est née pendant le premier confinement où on avait déjà cette envie depuis un moment de réfléchir à quelque chose, de créer quelque chose pour s'adresser aux plus jeunes. Et puis en discutant, quand on a eu un peu de temps libre, on s'est dit ce serait quand même sympa de proposer quelque chose aux ados précisément parce que c'est un âge un peu compliqué. Et puis parce que nous, quand on était ados, on a eu des livres qui s'adressaient principalement aux filles et qui parlait un peu de tous ces sujets et qui était très important pour nous à l'époque, mais qui, à la relecture aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui manquaient ou des sujets qui étaient traités de manière qui nous choque aujourd'hui. Et surtout, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas ça pour les garçons. Quand nous, on était ados, on a parlé aux garçons autour de nous et en fait, ils n'avaient pas ce genre de contenu. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage qu'il y ait ce manque-là. Et ce serait sympa de trouver quelque chose qui puisse compléter ce manque. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire et on s'est dit, où sont les ados actuellement? Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, on est allé sur Instagram et on a créé ce compte Insta où on s'est dit, on va répondre un peu à toutes ces questions. Encore une fois, comme disait Emma, on a vraiment eu envie de parler de tous les sujets qui peuvent intéresser les adolescents et pas uniquement la sexualité, qui est quand même un sujet qu'on retrouve beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des livres. Il y a quand même beaucoup de contenu sur ce sujet-là. C'est évidemment un sujet qu'on aborde parce que ça fait partie des questionnements des adolescents. Mais en fait, ce n'est pas les seuls questionnements. Quand on est ado, on se pose des questions sur plein de choses. Tout change. On a plein d'interrogations. Et on avait envie de pouvoir apporter des réponses à tous ces sujets. Donc voilà, on a créé ce compte Instagram, donc Brio Ado, et puis quelques temps après, on a été contacté donc par Les Insolentes pour faire notre premier livre. Donc c'est comme ça qu'est né Mon dico d'ado, donc voilà, qui est un livre qui est vraiment issu de notre compte Instagram, mais qui propose quelque chose de différent, donc avec vraiment des définitions assez complètes. On a choisi 115 mots qui nous semblaient importants à l'adolescence et on les a traités donc à la fois en les définissant et puis en donnant des informations très concrètes, en complétant avec des témoignages, des conseils, voilà, des contenus en plus avec des personnes qui étaient concernées ou des experts de certains sujets, des petits guides aussi pour répondre à certaines questions un peu plus en profondeur. Voilà, ça nous a permis de proposer quelque chose de très concret. L'idée, c'est que ce soit bienveillant, c'est que ça s'adresse à tous les ados, que n'importe quel ado puisse se reconnaître dans ce qu'on propose, et aussi d'avoir un contenu, bienveillant, inclusif et Factuel. Et voilà, et très factuel, c'est ça, pardon. Oui, qu'on est, donc je vais reprendre ma phrase. Donc l'idée, c'est que ce soit à la fois bienveillant, que
qu'il n'y ait pas de jugement dans ce qu'on propose, que ce soit inclusif, que chaque enfant, adolescent puisse se reconnaître dans ce qu'il lit et se baser sur des faits. On n'est pas là pour leur donner notre opinion ou leur imposer une opinion. L'idée, c'est de leur donner des informations et qu'après, ils s'en servent comme ils veulent pour construire leur personnalité, leurs opinions sur les différents sujets qu'on va traiter. Et on s'est aussi appuyé d'ailleurs sur des experts qui ont relu certains sujets parce que nous, on n'est pas spécialiste, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Donc voilà, on voulait avoir des relectures concrètes sur certains sujets pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc à la fois sur les sujets qui parlent du corps humain, sur les sujets qui parlent de la santé mentale, sur les sujets juridiques aussi. Voilà, sur tous ces sujets-là, on a quand même demandé l'avis de gens plus formés que nous. Et puis voilà, donc Brio Ado continue à exister sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais là on commence et on va continuer à se développer sur d'autres réseaux qui s'adressent aux ados aussi, parce que les ados ne sont pas que sur Instagram, mais ils sont de plus en plus sur d'autres réseaux, donc voilà, on a envie de continuer dans ce sens-là et d'être vraiment un média numérique pour parler à tous les ados, et on espère que le livre complétera ça bien. Trop bien. Pour en revenir aux réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Les ados vous écrivent directement et vous leur posez et vous leur répondez à leurs questions, ou c'est vraiment plus un partage d'informations? Ouais, en fait, on a un petit peu les deux, c'est-à-dire que nous, on avait déjà, quand on s'est lancé, on avait beaucoup d'idées, on avait plein de choses dont on voulait parler, donc on a commencé un peu comme ça. Et c'est vrai que de plus en plus, parfois, on a des messages de gens qui nous disent: est-ce que vous pourriez faire un sujet sur... on a eu une question sur, par exemple, la jalousie. Donc, quelqu'un qui nous demandait: est-ce que vous pouvez parler de jalousie? Parce que moi, je le vis super mal, c'est la première fois que je suis en couple et j'ai besoin qu'on m'explique si c'est normal, si c'est pas normal. Je trouve que c'est un sujet particulièrement intéressant d'ailleurs parce que dans les médias, on nous montre beaucoup de relations ultra intenses et ultra toxiques où la jalousie est un peu preuve d'amour. Donc un peu peut-être déconstruire là-dessus, on en a pas mal parlé. Mais voilà, c'est un peu des deux, quoi. Donc on fait aussi pas mal de veille sur ce qui se passe dans l'actualité, juste pour parfois avoir un angle et se dire, ok, là c'est peut-être vraiment le moment de parler de, par exemple, de consentement avec c'est les 5 ans de MeToo, peut-être qu'on va potentiellement en parler bientôt. Donc voilà, c'est un peu, je dirais, il y a plusieurs sources. Exactement. Top. Bon, bah, j'invite les parents à partager tout ça à leurs ados. N'hésite pas. Alors, pour revenir sur la base de l'adolescence, j'aimerais que vous nous expliquiez à partir de quel âge est-ce qu'on est considéré comme un ado? Ouais. Alors, c'est une question moins facile qu'on pourrait croire, parce qu'il y a vraiment pas mal de définitions qui existent. Donc, la première, un peu reconnue par tout le monde, c'est la définition donc, de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit l'adolescence entre 10 et 19 ans. Donc, ce qui est beaucoup plus jeune que ce que certaines personnes pourraient croire, et qui se termine en fait après la majorité, donc 19 ans. Ouais, c'est... Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que légalement, il n'y a pas vraiment de frontière de l'adolescence. On parle à la fois de mineurs de moins de 15 ans et de mineurs de plus de 15 ans, qui seraient pourtant techniquement, selon les âges, tous dans la même catégorie d'adolescence. En anglais, c'est simple puisqu'on parle de teenager, donc on est adolescent tant qu'on est dans ses teen years, donc de 13 à 19 ans. En fait, nous, ce qu'on trouve le plus important, c'est que c'est deux choses qui définissent vraiment l'adolescence, c'est qu'il y a un vrai bouleversement émotionnel, il y a vraiment un changement dans la manière dont on se considère en tant que personne, on se détache de beaucoup de choses de l'enfance, et il y a un changement physique qui est la puberté, alors qui ne fait pas commencer l'adolescence, puisqu'on est généralement adolescent avant de commencer sa puberté. Mais voilà, en gros, c'est entre 10 et 13 ans à peu près, si on recoupe un peu toutes les définitions, et je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens. Il y a des gens qui, à 10 ans, vont déjà commencer à se sentir de plus en plus adultes et vraiment changer, alors qu'il y a des gens, jusqu'à 13 ans, vont se sentir encore très enfants et voilà, commencer leur adolescence vraiment un peu plus tard. Super. Et que pensez-vous de cette fameuse crise d'ado? Alors, la crise d'ado, c'est quand même un grand sujet. C'est un peu un cliché sur les adolescents, finalement, dont on parle. Voilà, on en parle aux parents en leur disant attention, ça va bientôt être la crise. On en parle aux ados en leur disant bientôt tu vas être en crise et tu vas détester tout le monde. En réalité, c'est pas une obligation. C'est pas forcément. C'est pas automatique chez tous les ados. Et puis, je pense que ça regroupe beaucoup de choses.
c'est un âge où forcément il y a des conflits. C'est un âge où, comme disait Eva, on se pose plein de questions, il se passe plein de choses, des bouleversements, que ce soit au niveau du corps qui change, on ne comprend pas tout ce qui se passe, on est un peu perdu dans son corps, on est un peu perdu dans sa tête aussi, parce qu'on est dans cette espèce de moment charnière entre enfants et adolescents. Et donc, on est un peu, voilà, on se pose énormément de questions. C'est très difficile de trouver sa place et ça peut mettre un peu en colère. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va obligatoirement passer par une zone de crise d'adolescence, de dispute forcément. De toute façon, quand on cohabite avec des personnes, et donc en l'occurrence, généralement ses parents, il y a forcément des conflits qui naissent d'une cohabitation, que ce soit, quelle que soit la relation. Voilà, quand on habite avec quelqu'un, c'est normal parfois que les tensions de la journée, les tensions, les problèmes qu'on peut avoir se reportent sur les rapports qu'on a avec les autres. Donc voilà, forcément, comme c'est un âge où on est particulièrement où on a un bouleversement fort, même au niveau des hormones, qui changent beaucoup de choses dans notre comportement. On gère parfois un peu moins bien sa colère, et donc bah, souvent ça se reporte sur les parents parce que c'est eux qu'on a sous la main finalement. Mais c'est pas forcément un passage obligatoire, c'est pas non plus un moment vraiment défini. Ça peut être, il y a des périodes où ça va être plus facile, des périodes où ça va être plus compliqué. Bon, voilà, c'est pas quelque chose de vraiment très concret finalement, la crise d'adolescence. Et surtout, je pense qu'il faut aussi prendre, enfin nous c'est notre vision de cette histoire de crise d'adolescence, et qu'il y a un peu de recul à prendre dessus, et peut-être faire attention à ce que ça ne soit pas une manière un peu condescendante de traiter les émotions des adolescents. C'est-à-dire que c'est facile de mettre tout sur le dos de la crise d'ado et de se dire oui, bah, de toute façon, il est énervé parce que c'est un ado, c'est normal. C'est sûr qu'il y a des moments où on est plus facilement fâché, où on contrôle moins bien ses émotions à l'adolescence, mais ça ne veut pas dire que nos émotions ne sont pas réelles. Et donc, il faut quand même faire attention à ce que ce ne soit pas aussi une expression du mal-être, et que voilà, on écouter ses émotions, les accueillir, comprendre pourquoi il passe par ce passage, ce moment difficile. Et aussi à faire attention à ce que le concept de crise d'ado n'invisibilise pas aussi les vrais problèmes, c'est-à-dire que parfois certains ados ont des vrais soucis psychologiques, se posent des vraies questions, ont des vrais, voilà, ils peuvent vivre des dépressions, ils peuvent aussi vivre des choses difficiles. Il ne faut pas tout de suite se dire c'est bon, c'est normal, c'est un ado, il est triste, il est de mauvaise humeur, tout est normal. Non, parfois peut aussi avoir des vrais problèmes, et donc il ne faut pas hésiter à quand même essayer de creuser pourquoi est-ce que mon ado a ce type de comportement, et pas voilà, pas tout mettre sur le dos de cette crise d'ado qui finalement prend beaucoup de place et reflète pas réellement la vraie réalité de la vie d'un ado, je pense. Est-ce que par opposition, c'est grave de ne pas Je pense vivre pas, une non. crise d'ado? Ça veut rien dire en fait. Non, évidemment que non. Si votre ado il est très content, très heureux de vivre et qu'il s'énerve jamais, super. Enfin, c'est aussi une question de personnalité. On est tous différents. Il y a des gens, même à l'âge adulte, qui se fâchent plus facilement, qui sont plus souvent de mauvaise humeur. Enfin, c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment une question de personnalité. Encore une fois, il n'y a pas un espèce de groupe. Les adolescents, ils sont tous pareils. Chacun, c'est des individus différents, et du coup, ils vont tous exprimer voilà, leurs sentiments, leurs émotions différemment à cet âge-là. Et puis bah, chez certains, ce qu'on appelle la crise d'ado, c'est-à-dire ce moment où on est un peu en conflit avec soi-même et avec tout, bah, il peut arriver plus tard, il peut arriver plus tôt, il peut ne pas arriver. Et évidemment, aucun souci, c'est pas parce que un ado ne fait pas une crise d'ado qu'il n'est pas normal ou qu'il a des problèmes. Non, non, pas du tout. C'est absolument pas obligatoire. Et si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler en particulier des relations en tant qu'ado. Et j'aurais aimé comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des relations sociales lorsque l'on est ado. Au niveau des relations sociales, je pense qu'un des points les plus importants à noter, c'est que c'est vraiment le moment où on va choisir qui est-ce qu'on fréquente. On va vraiment plus choisir ses relations qu'avant. Donc là où, quand on était enfant, on était amis avec les autres enfants que nos parents nous présentaient, ou les autres enfants de la cour de récré. Quand on devient ado, donc collège, lycée, on n'est pas forcément amis avec tout le monde dans sa classe. C'est même assez rare. Et on est confronté à des personnalités différentes. On a de plus en plus, en tout cas, notre propre personnalité. Et du coup, on choisit vraiment nos amis et nos relations en dehors du cercle familial. Je pense que ce qui est assez intéressant aujourd'hui aussi, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est ultra connectés. Donc, c'est des relations qui sont bien plus intenses qu'avant. Et normalement, les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de les utiliser avant 13 ans. Mais bon. En gros, on peut dire que généralement, ça commence à peu près à l'adolescence, cette utilisation de ça.
Et je pense que c'est totalement différent que ce qui existait il y a 30 ans. Je sais même que nous, quand on était adolescente avec Béatrice, bon, à l'époque c'était Facebook, mais vraiment on sortait de cours et puis on rentrait chez nous le soir et puis il fallait être sur Facebook pour savoir ce qui se passait, pour pouvoir en parler le lendemain à la récré. Donc il y a vraiment ce côté, on a besoin d'être ultra connecté, de tout le temps parler avec ses amis. Aujourd'hui, c'est peut-être plus Snapchat, TikTok, enfin bon, plein d'autres réseaux, mais ça reste un peu ce même sentiment de besoin de connexion. Je trouve aussi qu'on a un nouveau regard sur l'autre et ses amis, qui peut être un peu générateur de complexes parfois, où on va beaucoup plus se comparer. Donc, pour, euh, pour une fille, par exemple, moi, je sais que c'était un peu... euh, j'étais un peu complexée parce que j'ai eu une poitrine assez tardivement et je voulais, voilà, je voyais toutes mes amies qui commençaient à avoir des seins et moi je me sentais vraiment bébé parce que j'avais encore un corps assez enfantin. Et du coup, il y a un peu ce rapport de compétition, de comparaison qui n'existait pas forcément, ou en tout cas que on ne ressentait pas forcément durant l'enfance. Il y a aussi tout le sujet de qui va avoir un amoureux, une amoureuse en premier, avoir un copain, une copine. Et du coup, c'est aussi le moment des premiers amours, premiers amours réciproques parfois avec des couples. Alors, c'est pas toujours le cas pendant l'adolescence, parfois ça arrive même après 20 ans. Enfin, il y a plein de gens qui sont pas en couple avant d'être réellement adultes. Mais c'est un peu la première fois qu'il y a cette occasion d'avoir des sentiments et des relations vraiment semblables à ceux des adultes, en tout cas des relations qu'on peut voir chez les adultes qu'on connaît. Et comment est-ce qu'on peut se placer en tant qu'adulte par rapport à ces relations sociales et aux difficultés notamment que tu as illustrées? Ouais, bah ça c'est toujours difficile. Bon, il y a ce côté où il faut évidemment travailler la confiance en soi de l'enfant, de l'adolescent en l'occurrence. Bon, le souci, c'est que en tant que parent, je comprends qu'on ait envie d'aider, mais c'est un chemin qui est très personnel, en fait, de construire sa confiance en soi, de voilà, comprendre quels sont ses points forts, que c'est pas grave si on n'est pas pareil que les autres et qu'on peut avoir ses propres forces sans être ses propres forces, ses propres avantages, sans être la copie conforme de son ami qu'on trouve super. Mais bon, c'est un chemin assez personnel. Je pense qu'en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est voilà, vraiment instaurer un climat bienveillant à la maison, mettre en avant toutes les réussites de l'enfant, lui rappeler ses qualités et puis voilà, l'aider, le soutenir. Mais c'est pas, malheureusement, on ne peut pas avoir un rôle super actif, je trouve, dans la construction. Oui. Ça aide, mais c'est vraiment un chemin assez personnel. C'est ça. On peut quand même essayer éventuellement de donner quelques exemples personnels, c'est-à-dire lui dire, mais moi aussi, quand j'avais ton âge, pour reprendre l'exemple, moi aussi, j'ai commencé à avoir de la poitrine super tard, et bon, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas si grave, ou c'est venu plus tard, ou c'est pas venu, et en fait, ça m'a pas empêché d'être très heureuse, de me sentir bien dans ma peau. Enfin voilà, on peut piocher dans des exemples qu'on a eu soi-même, quelle que soit la problématique de l'adolescent, mais ça veut pas forcément dire qu'il va écouter et trouver que ça va régler son problème. Enfin, c'est en effet quelque chose de tellement personnel que souvent à cet âge-là, on a l'impression qu'on vit un truc que personne d'autre n'a vécu avant nous. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'entendre les exemples, et les exemples que vous allez leur donner, ils vont les entendre, ils vont les garder quelque part, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher tout de suite, ça peut revenir plus tard. Parfois on nous dit des choses à un moment, et puis 2-3 ans plus tard on se dit mais il m'avait dit ça, et en fait il avait raison. Voilà, faut pas s'attendre, on peut pas être un super-héros sur tout, et là-dessus, c'est pas forcément possible de régler tous ces problèmes-là, et je pense qu'il faut accepter que nos ados passent par des moments par lesquels on est passé nous-mêmes, qui sont pas faciles, mais que ça fait partie de la construction de l'adulte qu'ils vont devenir. Vous avez parlé tout à l'heure de climat de bienveillance. Pourtant, on a souvent l'impression que les ados se construisent en contradiction de leurs parents pendant cette période de leur vie, et que du coup, on va avoir des relations assez conflictuelles, ou même il est possible que notre ado se mette à désobéir ou à se rebeller pendant cette période. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on pense à ça, et pourquoi est-ce que les ados vont potentiellement vivre c'est un ça âge avec quand leurs même parents? où on se découvre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est en train de devenir l'adulte qu'on va être plus tard, et du coup voilà, on a besoin de s'affirmer, de mettre en avant sa personnalité, de se détacher, de se créer vraiment son identité personnelle.
c'est un besoin qu'on a moins quand on est enfant, où on va plus facilement se construire en mimétisme par rapport à ses parents. Et puis en fait, quand on devient adolescent, déjà il y a toutes ces nouvelles influences, des relations qu'on se crée en dehors du cercle familial, des influences qu'on a à l'école ou voilà, autour de nous. Et du coup, on a envie de montrer qu'on est une autre personne, qu'on n'est plus dépendant de ses parents. On a ce besoin de devenir une personne vraiment à part et de montrer que bon bah on n'a plus tant besoin que ça de ses parents, on devient indépendant, voilà, besoin de montrer son indépendance. En même temps, bon bah être ado, on a envie de montrer qu'on est grand et qu'on est indépendant, mais au fond on l'est pas complètement et on le sait au fond. Du coup, bah ça peut aussi créer une forme de conflit parce qu'on est fâché d'avoir ce besoin-là et voilà, avoir besoin que nos parents nous laissent tranquilles en même temps qu'ils restent pas trop loin parce que parfois il y en a besoin. Et du coup, forcément, ça peut être un peu conflictuel et ça peut être, voilà, pour se construire, on peut parfois avoir besoin de rejeter ce modèle qu'on a suivi jusqu'ici et qui est le modèle des parents et avoir besoin de dire non, mais moi je suis différent, moi ma vie elle est différente, moi je veux pas faire les mêmes choses. Voilà, mes parents ils me disent que c'est important de faire telles études parce que faire des études tout court d'ailleurs parce que plus tard, voilà, il faut que j'ai une situation stable, etc. Mais moi, c'est pas ça que je veux, je m'en fiche, j'ai pas envie. Ils en savent rien de toute façon, moi je serais pas heureux de la même manière qu'eux. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Ça veut pas forcément dire que ce sera la vérité plus tard. Parfois, ils découvriront des choses en âge adulte et ils se rendront compte, bah, encore une fois, c'est vrai qu'il m'avait dit ça, il avait peut-être pas si tort à l'époque, mais ça fait partie de la construction de l'identité et je pense que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il faut accepter qu'un ado ait besoin de faire ses propres erreurs et donc parfois de pas être d'accord avec ses parents et de se placer un peu en contradiction avec eux parce qu'il a besoin de faire ses expériences, de découvrir. Voilà, mon père m'a dit ça. Je suis sûre qu'il a tort. Je vais aller vérifier s'il a bien tort et puis bah, on verra après si c'est vrai ou pas. Mais je pense que ça fait partie de la construction en tant qu'individu. Et donc, c'est pas obligatoire, encore une fois, c'est comme la crise d'ado, et on n'est pas obligé d'être belle par rapport à ses parents, on peut avoir envie de suivre leur exemple, mais bon, bah, il y a des choses, on a parfois besoin pour s'affirmer, pour se sentir vraiment devenir un nouvel individu. Et pour ce qui est des punitions, parce que évidemment, c'est pas parce que notre ado a besoin de se rebeller un petit peu et de se détacher de ses parents que ça ouvre la possibilité de faire n'importe quoi, évidemment. Il vit chez vous, il doit respecter les règles que vous avez imposées, donc il ne faut pas hésiter à imposer certaines règles et les expliquer surtout. C'est-à-dire on place des règles de vie commune, des règles de vie pour votre adolescent par rapport à son âge, qui sont d'ailleurs pas forcément exactement les mêmes que celles de ses frères et sœurs qui n'auront pas le même âge. Mais par contre, il faut être capable d'expliquer pourquoi on pose ces règles et donc que les conséquences derrière soient cohérentes, c'est-à-dire bah, t'as pas respecté telle règle, t'as telle punition, c'était établi à l'avance, voilà, je t'explique pourquoi j'impose cette règle, je t'explique pourquoi je considère que ça mérite d'être puni de telle manière. C'est vraiment toujours être dans un vrai dialogue, une vraie communication pour que les choses soient cohérentes et comprises de l'adolescent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord, mais au moins il comprendra pourquoi on impose telle ou telle règle et pourquoi là il a désobéi et donc il y a une punition qui va avec et qui est cohérente, qui a été prévue et c'est comme ça. Donc vous, la punition ne vous choque pas, dans le sens où c'est vrai que l'éducation bienveillante prône plutôt l'utilisation de la non-punition. C'est-à-dire que est-ce que c'est adapter, enfin préparer l'adolescent au fait que quand on fait certaines choses, il y a des conséquences. Évidemment, on ne vous dira pas il faut frapper votre enfant quand il a fait une bêtise. Évidemment, c'est illégal. Et puis non, évidemment, la solution, c'est pas ça. C'est absolument pas productif. C'est plutôt faire comprendre à l'adolescent que quand on a fixé des règles, si on respecte pas ces règles, il y a forcément une conséquence. Alors après, on appelle ça une punition, c'est pas forcément une punition, mais ça peut être n'importe quoi. Il avait pas le droit, il a invité des copains chez lui, ils ont mis du bazar. Bon, bah, la conséquence, c'est qu'il va devoir ranger ce bazar. Et puis que la prochaine fois, comme il nous avait pas dit qu'il allait faire ça en invitant ses copains, bah, il pourra pas le faire parce qu'il nous a menti. Ça peut être simplement ça. C'est vraiment juste placer des règles claires, instaurer une vraie confiance, un dialogue aussi facile, ne pas hésiter, qui se sentent autorisés à venir parler, à venir expliquer, à venir dire là, j'aimerais bien faire tel truc et je sais que tu vas pas vouloir que je le fasse, mais j'aimerais bien sortir au cinéma avec mes amis demain soir. Mais il y a école après-demain, donc tu avais dit qu'on n'avait pas le droit parce qu'il y a école le lendemain. Mais moi, j'aimerais vraiment bien parce que c'est important pour moi, cette sortie, pour telle ou telle raison. L'écouter et essayer de comprendre voilà, son point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément céder, mais il faut expliquer votre point de vue à vous, le point de vue en tant que parent, et essayer de trouver un compromis par rapport à ça. Et voilà, c'est plutôt placer
expliquer pourquoi on impose des choses et faire comprendre que derrière, on est obligé de respecter certaines règles, puisque de toute façon, dans sa vie, il aura des règles à respecter. Ça, malheureusement, ça arrivera. Donc voilà, c'est plutôt apprendre que chaque acte a ses conséquences. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a fait quelque chose, il faut l'enfermer dans sa chambre pendant tout le week-end. Donc, c'est pas forcément ça qui est productif. Je pense qu'il faut réfléchir à quoi ça sert, quel est le but de la sanction, quelle qu'elle soit. C'est pas juste parce qu'il n'a pas fait ce que je voulais. Ça va plus loin, quoi. C'est vraiment expliquer les raisons de nos décisions. Mmh. Simplement. Ouais, je comprends. Oui, Ça me rassure. idéal. Et alors, Oui, le mot comment faire punition est Ah peut-être, oui, c'est pardon, pas allez-y, allez-y. le bon mot, mais voilà, c'est l'idée de la. Oui, oui, non, mais je comprends. On a d'ailleurs fait un super épisode qui s'appelle Clarifier nos propres limites en tant Exactement. qu'adultes. Ça me fait penser à ça. Donc voilà, je renvoie nos auditeurs à ce bel épisode. Je voulais vous demander maintenant comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a l'impression que, en tant que parents, nos ados subissent des influences néfastes de la part notamment de leurs amis. Alors, c'est un vaste sujet. Je pense que déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi on s'inquiète de cette relation-là. Qu'est-ce qui nous inquiète? Parce que, voilà, pourquoi est-ce que je me dis cet autre enfant va avoir une mauvaise influence sur le mien? Est-ce que c'est parce que j'aime pas sa manière de s'habiller ou parce que je suis pas d'accord avec, l'éducation qu'il reçoit chez lui? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de très concret? Est-ce qu'il y a des actes et des conséquences concrètes qui m'inquiètent pour mon ado? C'est quand même, il faut faire attention et arriver à faire la part des choses entre mon inquiétude naturelle de parent et la réalité. Pas forcément, parfois il peut y avoir des petites différences. Et de toute façon, réfléchir à ça, à ce qu'on reproche concrètement à cette relation-là, ça permet ensuite, quand on en parle avec son ado, d'avoir des arguments concrets à mettre en avant. Pas juste j'aime pas cette personne, donc tu vas pas arrêter de la fréquenter. Ça c'est contre-productif, ça servira à rien. Vous interdirez pas à votre ado de voir quelqu'un qu'il a envie de voir de toute façon. Hein, ça faut en avoir bien conscience, surtout si c'est quelqu'un qui est dans son école. Enfin voilà, c'est compliqué de mettre des interdictions. Par contre, faut pas hésiter à parler. Encore une fois, ça passe quand même beaucoup par la communication et essayer d'attirer son attention sur ce qui vous semble qui va pas dans cette relation, c'est-à-dire pas partir de je vais critiquer ton ami, je trouve que cet ami il est pas bien, point. C'est lui dire je trouve que tel comportement que ton ami a avec toi est pas tout à fait normal, je trouve qu'il te parle pas bien par exemple, est-ce que tu trouves ça normal qu'il te parle comme ça? Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu problématique qu'il s'adresse à toi de cette manière-là? Et en parler ensemble, en réfléchir ensemble, et voilà, plutôt dire que vous n'êtes pas d'accord avec certains actes de la personne, plutôt que de condamner toute la personne intégralement. Et apprendre à votre ado aussi à prendre ce recul-là sur les personnes qui l'entourent, à les voir comme elles sont, et pas forcément à comprendre qu'une personne a des qualités, des défauts, et que c'est pas parce qu'on l'aime beaucoup qu'il faut suivre tout ce qu'elle fait. On a le droit de pas être d'accord avec quelqu'un qu'on apprécie, ça fait aussi partie de lui apprendre à construire ses relations avec les autres de manière générale. Et lui apprendre à prendre confiance en lui aussi, lui montrer qu'on a confiance dans son choix, parce que si on commence par dire ton ami là il est pas bien, faut que tu arrêtes de le voir, on remet en question aussi sa capacité à apprécier les personnes qui l'entourent, à faire les mauvais choix, et c'est pas forcément ça va pas l'aider à gagner en confiance en lui pour vis-à-vis des gens qu'il fréquente. Donc il faut vraiment pas hésiter à l'encourager, à lui dire mais faut bien que tu vois que toi tu n'es pas la même personne, que tu n'es pas obligé de suivre toutes les actions de telle personne si tu n'es pas d'accord, et que tu n'as pas besoin de suivre un groupe pour exister ou pour être une personne intéressante. Donc voilà, l'aider à prendre confiance en lui, ce qui l'aidera forcément à prendre du recul derrière sur ce que font les autres, et peut-être que parfois ses amis feront des choses et il n'aura pas envie de suivre parce qu'il se rendra compte que c'est pas terrible quand même. Et, et dernier point quand même important sur ce type de relation, c'est que si voilà, la relation est compliquée, vous vous rendez bien compte que cette personne a une mauvaise influence et que votre ado finit par s'en rendre compte, ne pas arriver vainqueur en disant oui, je te l'avais bien dit, tu vois, il était mauvais, ou finalement il t'a fait du mal, je te l'avais dit. C'est bon, il a vu, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Plutôt le soutenir, parce que malgré tout, ça veut dire que si il vit ce moment-là, c'est qu'il y a une séparation qui se passe, que ce soit avec un ami, un amoureux, une amoureuse. Enfin voilà, c'est évidemment c'est une forme de séparation, et du coup, c'est forcément difficile. Ça peut être un peu pénible et me le rendre très triste. Voilà, il peut avoir une réaction difficile par rapport à ça. Donc le soutenir, lui montrer que vous êtes là, que ça veut pas dire qu'il ne retrouvera pas d'autres amis ou un autre amoureux. Enfin voilà, il faut savoir l'accompagner vraiment
dans ce moment-là et pas venir lui dire, tu vois, moi je sais ce qui est bien pour toi et t'as pas été capable de choisir tes amis en écoutant mes conseils. Enfin, voilà, faut rester quand même bienveillant tout le long du processus et voilà, et pas hésiter à faire confiance à votre ado et à sa capacité aussi à voir les choses, peut-être pas au même moment que vous, mais si vous l'accompagnez là-dedans, il finira bien par se rendre compte que telle ou telle personne n'a pas forcément la meilleure des influences sur lui. Ouais, c'est sûr. Et il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressée tout à l'heure, c'est quand vous avez parlé de vie sociale et réseaux sociaux. Bon, c'est un vaste sujet, hein, donc on va en parler rapidement, mais est-ce que on peut parler de vie sociale lorsque l'on est dans le virtuel? Oui, justement, alors notre réponse, je pense, côté Briado, c'est que oui, il y a des vraies relations qui se développent en ligne. Bien sûr, il faut faire attention, il faut utiliser Internet avec toutes les précautions qu'on peut avoir, donc sur le fait qu'on sait que c'est des inconnus qui sont derrière, enfin, tant qu'on les voit pas dans la vraie vie, et voilà, enfin, il y a pas mal de dangers et il faut en être conscient, mais il y a de vraies relations qui se créent sur Internet. Notamment sur des forums parfois de discussion de jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, sur donc des gens qui ont des passions en commun et en fait ça permet vraiment de regrouper des gens que voilà, on parlait de choix dans ses amitiés, les réseaux sociaux ouvrent tout un nouveau monde pour des gens qui potentiellement ne se retrouvent pas dans les groupes qui existent dans leur collège ou lycée. C'est vraiment je pense que voilà, il faut bien sûr avoir conscience des dangers, mais c'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'ados et d'enfants qui ne se sentent pas forcément intégrés ou qui ne se sentent pas forcément en accord avec les gens qu'ils rencontrent dans la vraie vie, de se faire de vraies amitiés, de faire de vraies rencontres. Je crois que c'est toi, Béatrice, qui me parlait de... Oui, tout à Ouais. fait. Moi, je connais des personnes dans ma famille qui ont rencontré la plupart de leurs amis proches sur Internet et qui sont devenus vraiment des vrais amis dans la vraie vie et qui les ont vus ensuite, mais c'est passé par se rencontrer sur des forums ou des lieux d'échange avec des personnes qui ont des points communs, des passions communes. C'est quand même un moyen de développer ses connaissances sur un sujet qui nous intéresse. C'est un moyen de rencontrer des gens qui partagent nos passions, parce qu'on n'a pas forcément ça dans son collège. On n'a pas forcément la chance d'être entouré que de gens comme nous, qui nous ressemblent, ou qui ont des points communs, des centres d'intérêt communs. Et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment séparer, on peut déconstruire cette image de l'ado qui est enfermé dans sa chambre devant son ordinateur. Ça veut dire qu'il n'a pas de vie sociale. En fait, pas forcément. Ça peut être le prolongement de la vie sociale qu'il a dans son établissement scolaire. Et ça peut aussi ouvrir à une nouvelle vie sociale, évidemment, en prenant bien soin de le former avant, de le sensibiliser au risque d'Internet, au fait que voilà, on ne connaît pas les personnes et qu'il faut faire attention, pas confier des informations personnelles à n'importe qui. Voilà, évidemment qu'il y a plein de précautions à prendre sur ces sujets-là et que voilà, Internet, c'est pas tout beau, tout rose, mais il y a quand même des belles choses qui peuvent s'y faire et il faut pas non plus de toute façon, les réseaux sociaux font partie de la vie des adolescents, les jeux en ligne, enfin Internet fait partie de la vie des adolescents, et c'est une nouvelle manière de créer des relations. Donc voilà, c'est pas forcément constructif de tout rejeter en bloc en partant du principe que c'est forcément mauvais. Et vous avez parlé de précautions. Je pense qu'on est un peu obligé du coup de parler des dérives liées au harcèlement, notamment en ligne. Quels signes doivent nous interpeller? Alors déjà, il faut séparer, parce que Allez-y. le harcèlement, il peut être à l'école avant d'être en ligne, et bien souvent, le harcèlement en ligne peut être une conséquence, une poursuite du harcèlement qu'on a subi dans l'établissement scolaire. Ça peut aussi parfois n'être que sur Internet dans certains cadres, mais à cet âge-là, c'est quand même bien souvent parce que ça a commencé avant tout à l'école, et c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui aggrave ces systèmes de harcèlement scolaire. C'est qu'en fait, autrefois, c'était déjà difficile, mais quand on se faisait embêter à l'école, on rentrait chez soi et c'était terminé. Et là, on rentre chez soi et ça continue, et ça peut prendre des proportions encore plus importantes. Donc, évidemment, il faut être vigilant, il faut faire très attention. Malgré tout, les enfants qui subissent du harcèlement, les adolescents qui subissent du harcèlement, souvent font en sorte que leurs parents ne s'en rendent pas compte. C'est quelque chose de difficile à aborder avec ses parents, parce qu'on a peur de les inquiéter, parce qu'on n'a pas envie que nos parents nous voient comme avec cette image dégradée qu'on a de nous, parce que les autres nous trouvent
pas bien, nous harcèle, nous rabaisse constamment. Donc, on se sent, le harcèlement crée cette vision-là. Souvent, ça fait perdre toute confiance en soi. Ça se donne l'impression qu'on est nul et qu'on n'arrivera jamais à rien. On n'a pas envie que nos parents nous voient comme ça. On n'a pas envie qu'ils s'inquiètent. Et puis, on a aussi parfois peur qu'ils interviennent et qu'ils aggravent la situation. C'est-à-dire que il faut pas, voilà, les adultes parfois ont avoir tendance à vouloir tout de suite intervenir, aller prendre la main de l'enfant et faire les choses à sa place. Et du coup, non seulement ça peut aggraver le harcèlement par la suite, ça peut placer encore plus l'enfant dans une situation de victime qui se retrouve, il est même pas capable de se défendre tout seul, il a besoin que ses parents interviennent. Et c'est pas forcément productif, que ce soit dans sa perception de lui-même ou dans la perception que les autres vont avoir de lui. Donc il faut être vraiment très vigilant à la manière dont on va réagir à une situation de harcèlement. Et déjà pour la détecter, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux. Il y a certaines situations où il y a des signes qui peuvent alerter un adolescent qui d'un coup se renferme sur lui, qui avant avait plein de copains et qui voit plus jamais ses copains, qui a une baisse subite des notes scolaires, qui veut plus manger. Enfin voilà, il y a des signes comme ça qui peuvent alerter, hein. Mais c'est pas obligatoire. Parfois, un enfant se fait harceler à l'école et puis il rentre chez lui le soir et c'est impossible de s'en rendre compte. Enfin, voilà, faut pas non plus sans vouloir, voilà, se flageller si on n'a rien vu et si on s'en rencontre plus tard. Ça arrive et voilà, faut pas, en tant que parent, faut comprendre que là, c'est quelque chose que vit votre enfant et qu'il a certainement mis en place plein de choses pour pas que vous vous en rendiez compte. Et ensuite, quand on veut intervenir face à une situation comme ça, que ce soit à l'école ou sur Internet, il faut agir avec l'enfant, c'est-à-dire prendre le temps de comprendre ce qu'il est en train de vivre, comprendre comment lui, il aimerait qu'on intervienne et pas prendre les devants et le faire à sa place. Est-ce qu'il veut qu'on aille parler aux adultes de l'établissement? Est-ce qu'il veut porter plainte? Parce qu'on peut porter plainte pour le harcèlement, que ce soit en ligne ou à l'école. C'est puni par la loi. Et c'est puni même si la personne qui harcèle est mineure. Dès 13 ans, on peut avoir des vraies sanctions juridiques pour du harcèlement. Donc, c'est quelque chose qui est pris au sérieux. Donc, il ne faut pas hésiter à lui proposer ses solutions, lui dire quelles sont les solutions qu'il a, mais pas prendre des décisions à sa place, écouter ce qu'il a envie de faire et l'aider surtout à reprendre un peu confiance en lui et à se rendre compte qu'il n'est pas cette personne que les harceleurs veulent lui faire croire qu'il est, en fait, et vraiment l'aider à reprendre un peu sa confiance, se redresser un peu face à ses harceleurs et peut-être que déjà changer cette posture-là, ça l'aidera à se sentir mieux et à prendre le dessus sur ses harceleurs pour qu'ils arrêtent de l'embêter à chaque récréation par exemple, ou voilà, même sur la suite le soir quand il rentre chez lui, à recevoir des messages, etc. Donc il faut pas hésiter à agir, mais agir ensemble en écoutant le point de vue de l'enfant. C'est surtout ça qui est important et pas le faire à sa place, quoi. Vraiment le faire ensemble. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à donc, non seulement lui porter plainte, mais aussi faire des signalements. Sur les réseaux, on peut signaler un compte qui harcèle, il ne faut pas hésiter à le faire, à l'aider à bloquer les personnes qui le font, à garder toutes les preuves quand même, hein, pas hésiter à conserver chaque preuve de message envoyé, etc. Parce que c'est utile ensuite si on veut aller en justice, parce que ça peut se faire tout de suite ou plus tard, selon les envies de l'enfant. On n'est évidemment pas obligé de le faire s'il n'a pas envie, hein, mais voilà, faut pas hésiter à garder des preuves et à bloquer, à éloigner les comptes qui peuvent faire du mal. Mais il ne faut pas non plus imposer à l'enfant de se couper des réseaux sociaux parce qu'il est harcelé. Ça peut un peu aggraver les choses parce qu'il va vouloir savoir ce qui se passe, ce qui se dit de lui. Et s'il se sentir coupé, enfin privé déjà, il se retrouve privé des réseaux sociaux, donc il se fait harceler. En plus, il est puni parce qu'il n'a plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est pas forcément très productif dans la perception qu'il va avoir de la situation. Et ensuite, ce sera pire parce qu'il ne saura pas ce qui se passe. Enfin, ce ne sera pas la bonne solution. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a des choses négatives, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui le harcèlent sur Internet qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être utiles pour lui sur Internet. Donc voilà, il faut faire. C'est toujours pareil, pas avoir une réaction trop extrême, essayer de l'accompagner calmement, prendre des décisions posément ensemble et comprendre quel est son point de vue par rapport à ça, quoi. Vraiment lui demander comment lui il aimerait qu'on agisse et quelle place il veut qu'on prenne dedans. Ouais, super clair. On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aimerais quand même juste qu'on revienne sur une dernière question. En tant qu'adulte, comment faire si on a l'impression que notre ado a des relations sociales, amicales ou même amoureuses limitées? Ouais, alors je pense que la première question à se poser, et j'ai l'impression que c'est un peu récurrent dans les réponses qu'on a pu fournir, c'est comprendre si c'est
quelque chose que vous trouvez de pas normal, c'est-à-dire que est-ce que vous trouvez que c'est pas tout à fait l'idée que vous faisiez de l'adolescence, c'est pas l'idée que vous faisiez de voilà, comment on doit être à l'adolescence, combien on doit avoir d'amis, etc. Ou est-ce que c'est une vraie souffrance pour l'adolescent, donc est-ce que c'est lui ou elle qui en fait trouve pas son groupe d'amis, qui n'arrive pas vraiment à se faire sa place. Voilà, donc je pense que voilà, il y a cette différence. Peut-être que l'adolescent est plus introverti que ses parents et bon bah voilà, ça arrive, chacun sa personnalité. Je pense qu'il faut bien sûr veiller donc au harcèlement. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet derrière à creuser? Donc voilà, enfin comme on dit, faut être vigilant parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, mais ça peut être un indice potentiel. Donc cette absence de relation sociale. Je pense que si c'est pas le cas, il faut surtout pas lui faire sentir que on trouve ça bizarre. Ouais, on est ado, déjà, on se sent pas forcément à sa place. On n'arrive pas trop à se faire des amis. Si en plus nos parents viennent nous dire que c'est un peu bizarre quand même et que bon, peut-être qu'il faut qu'on fasse un effort. Bon, voilà, il y a une. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Dont il faut potentiellement parler avec tact. Je pense que plutôt que d'en parler réellement, bon, il y a ce moment où on va demander est-ce que peut-être poser des questions sur le harcèlement scolaire, mais sinon je pense que ce qu'on peut proposer, c'est plutôt proposer des activités en dehors du cercle scolaire, donc pour voilà qu'il ou elle rencontre de nouvelles personnes autour d'un centre d'intérêt qui lui plaît, donc peut-être que c'est une association, peut-être que ça va être un sport qui l'intéresse. Voilà, on peut trouver des gens qui ont peut-être plus d'atomes crochus avec lui ou elle. Et encore une fois, voilà, on parlait des écrans. Je pense que c'est important de ne pas, sous prétexte qu'il ou elle ne voit pas assez de gens dans la vraie vie, le ou la couper des écrans. Ce serait un peu dommage, comme on disait, qu'il y a un vrai intérêt des écrans dans le développement de sa vie sociale aujourd'hui. Mais voilà, je dirais un peu ces deux facteurs. Et après, potentiellement, peut-être qu'il y a un mal-être plus profond, peut-être qu'il a besoin de parler de certaines choses dont on ne se doute pas du tout. Je pense que quelque chose d'intéressant, c'est toujours de proposer, enfin en tout cas de toujours laisser la porte ouverte à ce que son adolescent consulte un ou une psychologue ou un psy, sans, voilà, en présentant bien les choses, sans le forcer bien sûr, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant à aborder si il ou elle a besoin de parler et qu'il ne veut pas vous parler à vous. C'est peut-être quelque chose voilà, qu'il faut présenter sans, voilà, sans forcer. Je ne sais pas si c'était... Je pense que c'est le maître Si, c'est très clair. Voilà. Et ben, merci beaucoup, on doit se quitter maintenant. Merci pour votre travail et cette super idée de créer un média pour les ados. Vraiment, je trouve que c'est riche et essentiel pour eux. Donc, bravo. J'invite les auditeurs à vous suivre sur Instagram avec le compte Brio Ado et évidemment à se procurer votre dernier ouvrage Mon Dico d'ado. J'espère à très vite et je vous souhaite une belle journée.